C'est parti pour une première étude de courbe paramétrée définie en coordonnées polaires. Comme d'habitude, on travaille dans un repère orthonormé OIJ du plan, et pour décrire un point mobile m de θ qui dépend d'un paramètre θ, on travaille avec les coordonnées polaires r de θ, θ, ce qui revient à dire que le vecteur OM de θ est égal à r de θ fois u indice θ. Et donc dans cette vidéo, nous allons étudier la courbe définie par r de θ égale 1 moins 2 fois cosinus du nombre de θ. Donc lorsque l'on étudie une courbe en coordonnées polaires, il y a un certain nombre d'étapes à suivre pour faire l'étude correctement. Donc on commence par déterminer l'ensemble de définitions de la fonction. Ensuite, si c'est possible, on fait une réduction de l'intervalle d'étude. Et donc pour cela, on regarde si la fonction elle est paire ou impaire ou éventuellement périodique. Puis une fois qu'on a réussi ou pas d'ailleurs à réduire l'intervalle, on va faire le tableau de variation de la fonction, donc évidemment qui repose toujours sur la dérivée de la fonction, enfin même le signe de la dérivée qui nous donne les variations de la fonction. Ensuite, on peut faire la résolution de l'équation r de θ égale à 0, et contrairement à la situation des courbes en coordonnées cartésiennes, en fait, on pourrait presque dire que cette étape 4 est même plus importante que l'étape 3, parce que graphiquement, lorsque r de θ vaut 0, ça veut dire que la courbe passe par l'origine, et c'est très important en fait lorsqu'on fait le tracé d'avoir une idée de pour quel θ en fait la courbe passe par l'origine. Ensuite, on s'intéresse aux tangentes des points remarquables qui ont été repérés dans le tableau de variation. S'il y a besoin, on fait l'étude des branches infinies. Et enfin, avec toutes les étapes précédentes, on trace la courbe. Donc ici, pour commencer, si on regarde quel est l'ensemble de définition de la fonction, bon, la fonction fait intervenir la fonction cosinus, mais la fonction cosinus est définie sur tout R, donc la fonction ici aussi, la fonction R est aussi définie sur l'ensemble des réels. Donc ça, pas de souci. Et donc pour la vidéo du jour, on va s'intéresser uniquement à l'étape 2, et pour les autres étapes, elles seront traitées même dans les prochains épisodes. Donc pour ce qui est de la réduction de l'intervalle d'étude, on s'intéresse à r de θ, donc qui vaut 1 moins 2 cos 2 fois θ, et on se demande en fait, est-ce que la fonction ici serait pas périodique par exemple? Alors ici, comme on a la fonction cosinus qui intervient, on sait que cosinus est une fonction 2π périodique, et donc à cause du 2θ qui est ici à l'intérieur du cosinus, et ça donne envie quand même d'aller voir si tout cela, c'est-à-dire si la fonction r ne serait pas π périodique. Autrement dit, on va s'intéresser au point m de paramètre θ plus π. Et donc pour avoir des infos sur ce point-là, on va calculer r de θ plus π. Donc pour calculer r de θ plus π, on voit que la définition de r de θ c'est 1 moins 2 cos 2 fois θ, donc avec le θ qui est en rouge là. Donc si on veut r de θ plus π, ça veut dire que le θ rouge qui est là, on le remplace par θ plus π. Donc ça veut dire que celui-ci ici, on le remplace par θ plus π, mais comme il est multiplié par 2, c'est l'ensemble de θ plus π qui va être multiplié par 2. Donc on n'oublie pas les parenthèses pour dire que c'est l'ensemble qui est multiplié par 2. Donc après, on développe là à l'intérieur du cosinus, ça nous fait 2θ plus 2π. Et on se rappelle que la fonction cosinus est 2π périodique. Autrement dit, on a cos du nombre alpha plus 2π qui vaut en fait cos alpha. Et donc en prenant alpha égale 2θ ici, ça nous donne en fait 1 moins 2 cos 2 fois θ. Autrement dit, on récupère r de θ. Et donc r de θ plus π est égal à r de θ. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant ça pour le point m de θ plus π? Il faut bien faire attention, c'est pas parce que r de θ plus π est égal à r de θ que les deux points m de θ plus π et m de θ sont égaux. Et donc pour ne pas se planter de toute façon, il faut prendre l'habitude, y compris sur sa feuille, en TD, en devoir ou quoi que ce soit, de faire un dessin de la situation. Alors, pour aider à faire le dessin, on part quand même du principe que pour m de θ, il est défini par l'égalité vecteur OM de θ égale r de θ fois uθ, tandis que OM de θ plus π, ce vecteur-là, il est égal à r de θ plus π fois le vecteur u indice θ plus π.
Mais comme on vient de montrer que r de θ plus pi c'est r de θ, ici le r de θ plus pi, je peux le remplacer par r de θ. Et donc justement avec ça, on va pouvoir faire un dessin. Donc on met un point m de θ à peu près n'importe où. Donc a priori il est défini avec ses coordonnées polaires ici, donc avec le θ qu'on voit ici, le r de θ qui est là. Et on se dit, dans ce cas-là, si m de θ est là, où va se retrouver m de θ plus pi? Donc par rapport à l'égalité qu'on a mise ici sur les vecteurs, il nous faut d'abord placer u indice θ plus pi. Donc si u indice θ est ici, pour avoir le θ plus pi, on va aller ajouter l'angle plat, donc on va se retrouver de l'autre côté pour u indice θ plus pi. Et donc ici par exemple sur le dessin, si on a notre θ qui est là, le r de θ là il vaut un peu plus que 2, là, parce qu'on a ici 2, donc la longueur on va dire 2,5, juste pour fixer un peu les idées. Donc si ici c'est 2,5, ça veut dire que le 2,5 on le retrouve aussi ici, et donc en fait le vecteur OM de θ plus pi, en fait ça va être 2,5 fois le vecteur U indice θ plus pi. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier le vecteur ici par 2,5, donc ça va nous amener à peu près par là. Et précisément ça va même nous amener ici. Et donc ça veut dire que notre point M de θ plus pi est là. Et tout repose en fait sur le fait que Uθ et U indice θ plus pi sont en fait opposés. Et donc comme ils sont multipliés par la même quantité en fait dans les deux cas là, en gros forcément les points vont être opposés aussi, c'est-à-dire que précisément géométriquement en fait les deux points sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Et ça va être exploitable pour faire une réduction de l'intervalle d'étude. Alors précisément, ça repose sur des arguments proches de ce qui a été fait pour les coordonnées cartésiennes, mais on va reprendre le même schéma de présentation. C'est-à-dire que si on imagine on sait exactement où est m de 0, et comme on sait que lorsqu'on a m de θ, on sait placer m de θ plus pi, forcément on sait placer m de 0 plus pi, donc m de pi. Mais après m de pi, si on prend θ égale pi, on saura placer m de pi plus pi, donc de m de 2 pi, etc., etc. Et puis pareil d'ailleurs dans l'autre sens, si on peut dire. Si on prend un autre point m de pi sur 4, si lui on sait où il est, on peut encore récupérer m de 5 pi sur 4, puis m de 9 pi sur 4, etc., et encore, etc. Et etc. encore dans l'autre direction, si on veut ici, parce que si on prend d'autres valeurs, genre m de 2 pi sur 3, on peut faire exactement les mêmes, obtenir d'autres points par ricochet, si on peut dire, et on va se retrouver comme ça petit à petit, à partir de ici, là, si on a fait de 0, puis pi sur 4, 2 pi sur 3, puis éventuellement jusqu'à pi, on va continuer, on va retrouver après m de 2pi, etc., puis encore tout ça par ricochet. Mais ce qu'il faut piger, c'est que dans cette colonne-ci, en fait, on a tous les points qui vont de m de 0 jusqu'à m de pi, mais une fois qu'on est arrivé ici à m de pi, c'est-à-dire qu'on a un peu bouclé la boucle, parce qu'on revient ici sur le m de pi qui était donné par m de 0. Et en fait, si on regarde bien, là on va de 0 jusqu'à pi, puis après de pi jusqu'à 2pi, puis après de 2pi jusqu'à 3pi, etc., etc. Tandis que là, en fait, on va de moins pi jusqu'à 0. En fait, ici, on irait de moins 2pi jusqu'à moins pi. Et en fait, on voit tous les θ réels vont forcément être balayés, si on peut dire. Et donc, ça veut dire qu'à partir de cette colonne du milieu, là, si on connaît tous les points m de θ, avec θ qui va de 0 jusqu'à pi, dès qu'on connaît cela, on récupère tous les autres. Et donc ça veut clairement dire qu'on peut réduire l'étude de la courbe à θ appartient à l'intervalle 0pi. Et si ça c'est possible, ça veut dire précisément qu'on va juste chercher à faire la courbe, alors le bout de courbe que j'appelle ici C1, qui correspond à tous les points m de θ avec θ dans 0pi. Et en fait, le reste de la courbe, c'est-à-dire les autres points, seront obtenus uniquement en faisant la symétrie de C1, du bout de C1, là, du bout de courbe C1, par rapport à l'origine O, d'après le résultat qu'on a montré tout à l'heure. Donc ça, c'est une première possibilité. Mais si on regarde bien, au lieu de prendre les points là ici qui vont de 0 jusqu'à pi, on prend les points de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, on va retrouver exactement le même schéma, puisqu'ici on aurait de moins pi sur 2 à pi sur 2, puis après là de pi sur 2 à 3 pi sur 2, puis de 3 pi sur 2 à 5 pi sur 2, etc. Et on balaye aussi comme ça tous les réels.
Donc ça veut dire que ce qu'on a fait avec 0pi, on peut très bien le faire avec moins pi sur 2, pi sur 2, et ça permet de réduire l'étude de la courbe à θ dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et en fait, comme on va de m de θ qui permet de connaître m de θ plus pi, en fait ça marche pour n'importe quel intervalle de longueur pi. Et donc là, évidemment, si on choisit de ramener l'étude à moins pi sur 2, pi sur 2, eh bien on appellera ce coup-ci la courbe C1, ce sera les points m de θ avec θ dans moins pi sur 2, pi sur 2, et le reste de la courbe est obtenu en faisant la symétrie de C1 par rapport à l'origine. Donc en résumé, cette première information, si on veut, qu'on a récoltée à partir de R de θ plus pi, ça nous permet de réduire l'étude à n'importe quel intervalle de longueur pi. Et après, c'est à nous de choisir lequel intervalle est le plus intéressant. Alors pour savoir lequel est le plus intéressant, c'est qu'il faut aller voir en fait encore une deuxième étape, si on veut, dans la réduction de l'intervalle d'étude. Et parce qu'ici, on se rend compte que comme le R de θ est défini à partir de cosinus, on sait que cosinus est non seulement 2pi périodique, mais on sait aussi que c'est une fonction paire. Et donc comme c'est une fonction paire, on va s'intéresser maintenant à m de moins θ. Et c'est une fois qu'on aura fait cette étape-ci avec m de moins θ qu'on va revenir sur quel intervalle de longueur pi on va choisir. Mais ça, j'y reviens dans quelques instants. Pour l'instant, on se concentre sur m de moins θ. Donc on étudie r de moins θ. Donc comme tout à l'heure, le θ rouge qu'on a ici, on va le remplacer par moins θ. Donc c'est-à-dire que le θ rouge qui est là dans le cosinus, on le remplace par moins θ. Donc ça nous donne ça, toujours pareil. Comme c'est 2 fois le θ qui est là, c'est 2 fois le moins θ, donc on n'oublie pas les parenthèses autour de moins θ. Ça nous donne donc cosinus, pour le cosinus, ça fait cosinus entre parenthèses moins de θ, on ferme la parenthèse. Et là, justement, ça fait intervenir la propriété de parité de la fonction cosinus. Donc comme on le sait, cosinus du nombre moins alpha, c'est cosinus alpha pour n'importe quel réel alpha. Donc ici, avec alpha qui vaut 2θ, on applique ce résultat-là, et ça nous redonne 1 moins 2 cos de θ, c'est-à-dire r de θ. Enfin, r du nombre θ. Et donc, r du nombre moins θ, c'est égal à r du nombre θ. Là encore, c'est pas parce que on a cette égalité-là que les points sont les mêmes, puisqu'on va le voir justement dans un instant sur un dessin. Mais pour préparer le terrain pour ce dessin, on rappelle encore donc que le vecteur OM de θ, lui, il est défini par R de θ, U indice θ, tandis que OM de moins θ, donc ce vecteur-là, c'est R de moins θ multiplié par le vecteur U indice moins θ. Mais comme R de moins θ ici, c'est Rθ, ici je peux remplacer par R de θ. Donc on a exactement le même, si on veut, le même R pour les deux points. Mais pas le même vecteur. C'est pour ça que les points ne vont pas être au même endroit. Parce que le vecteur ici les vecteurs sont pas les mêmes. Donc si on regarde sur un dessin, qu'est-ce que ça donne? On imagine comme ça en mettant au hasard un m de θ quelque part dans le plan. Il faut se demander si on le met là, où va se retrouver m de moins θ. Donc on place le vecteur u indice moins θ. Donc si θ est là, moins θ il est par en dessous, et le vecteur u indice moins θ, il est ici. Maintenant, comme c'est le même R, alors là, par rapport au dessin, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près 2,5. Donc si ici on a 2,5, c'est-à-dire qu'ici aussi, c'est forcément 2,5. Donc si on a 2,5 fois le vecteur U indice moins θ, avec U indice moins θ qui est comme ça avec la flèche tournée ici, quand on va multiplier par 2,5, on va prolonger ici de 2,5, on va se retrouver par ici. Donc on va se retrouver là, et ça veut dire que là, on a le point M du paramètre moins θ. Et si on regarde bien, donc comme les R sont les mêmes en fait, il y a juste le θ et le moins θ qui sont opposés, et donc on fait juste une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et donc pour passer de un point à l'autre, on a juste la symétrie ici à faire par rapport à l'axe des abscisses. Donc c'est ce qu'on peut affirmer, et c'est ce qui permet là encore d'aller faire une nouvelle réduction d'intervalle d'étude. Donc concrètement, comment on va procéder? Par rapport à la première étape qu'on avait faite, où on avait dit qu'on pouvait réduire à n'importe quel intervalle de longueur pi, on va choisir l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et on fait ce choix-là, c'est vraiment parce que dans notre deuxième étape, on s'est passé de θ à moins θ. Parce que quand θ est positif, du coup moins θ est négatif, et donc on prend en fait le seul intervalle de longueur pi qui coupe
enfin avec 0 qui est pile au milieu, quoi. Et comme ça, on a entre 0 et pi sur 2, on a des nombres positifs, et entre moins pi sur 2 et 0, on a autant, si on peut dire, de nombres négatifs. Et c'est ça qui va pouvoir être exploité maintenant. Donc précisément, comme on exploite maintenant le fait que si m de θ est connu, alors on saura placer aussi m de moins θ. Donc si on commence par m de 0, ben on saura où est m de moins 0, c'est-à-dire m de 0, donc ça fait pas avancer beaucoup. Mais par contre, si on sait où est m de pi sur 4, on sait où est m de moins pi sur 4. Pareil avec m de pi sur 3, ça permet de récupérer m de moins pi sur 3, ou avec m de pi sur 2, qui nous donne m de moins pi sur 2. Et dans ce raisonnement-là, notez bien que à aucun moment je suis en train de dire que c'est important d'avoir une symétrie, ou même précisément la symétrie par rapport à OX. On pourrait avoir affaire à une rotation, que le raisonnement que je vais faire sur les intervalles serait en fait complètement identique. Donc ici, ce qu'on constate, c'est que dans la colonne de gauche, ici, les paramètres, ils vont de 0 jusqu'à pi sur 2. Et donc si on sait placer tous ces points-là, donc tous les points m de θ avec θ qui va de 0 à pi sur 2, bah automatiquement, on saura placer tous les points m de θ avec le θ qui va de moins pi sur 2 à 0. Et donc ça vient du fait que si à gauche, là, les θ sont entre 0 et pi sur 2, quand on manipule les inégalités, bah, quand θ entre 0 et pi sur 2, on obtient directement que moins θ est entre moins pi sur 2 et 0. Donc ça, c'est un résultat, si on veut, qu'on obtient directement en manipulant les inégalités. Et là, en fait, sur les 4 exemples que j'ai choisis, c'était juste une façon d'illustrer cette propriété-là. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre que, en faisant ça, bah, quand à gauche, on a tous les paramètres qui vont de 0 à pi sur 2, ça nous permet de récupérer à droite tous les paramètres qui vont de moins pi sur 2 à 0, et donc on a tous les nombres qui vont de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Et c'est ça qui permet de dire qu'on peut réduire l'étude à θ dans 0 pi sur 2. Parce que dès qu'on aura trouvé tous les points qui correspondent à θ dans 0 pi sur 2, c'est-à-dire tous les points de gauche, on n'aura qu'à faire l'opération géométrique qu'on a trouvée, c'est-à-dire ici une symétrie, mais peu importe, et on récupérera tous les autres. Et donc maintenant qu'on a vu qu'on pouvait réduire à l'intervalle 0 pi sur 2, faut se dire que il suffira de placer tous les points m de θ avec θ dans 0 pi sur 2, ça nous fera une courbe, un bout de courbe qu'on peut appeler C2, et en fait, il suffira ensuite, pour récupérer ce que j'ai appelé la courbe C1 précédemment, il suffira de faire la symétrie de C2 par rapport à l'axe OX. Donc si on résume tout ça, en fait l'idée c'est on va réduire l'intervalle, enfin l'étude à l'intervalle 0 pi sur 2, donc on va juste se concentrer sur tracer la courbe C2 qui correspond au point m de θ avec θ dans l'intervalle 0 pi sur 2. On va effectuer la symétrie par rapport à l'axe OX qui va nous garantir de trouver le bout de courbe que j'ai appelé C1 qui correspond à m de θ avec θ dans l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Et enfin, avec la première étape de la vidéo, là, on va faire la symétrie par rapport au point O qui, elle, va nous redonner tous les points m de θ avec θ dans R. Et donc ça correspond à la courbe complète. Et voilà, donc avec cette réduction d'intervalle, on se simplifie la tâche pour la suite de l'étude, puisqu'il suffira de travailler sur l'intervalle 0 pi sur 2 pour établir notamment le tableau de variation.